Vous rêvez de plantes vigoureuses, de légumes abondants, mais chaque année c'est un peu la même déception. Vos semis de Mars semblent fragiles, ils peinent à démarrer et vous vous demandez ce que vous faites de mal. Vous n'êtes pas seul. Aujourd'hui, je vais vous révéler non pas une simple astuce, mais un véritable secret de jardinier professionnel. Un ingrédient simple que vous avez peut-être déjà à ajouter à votre terre, précisément en mars. Je vous garantis que si vous suivez ce conseil, vous ne regarderez plus jamais vos jeunes pousses de la même manière. Restez bien jusqu'à la fin, car la méthode complète est tout simplement spectaculaire. D'ailleurs, quelle est votre plus grande difficulté avec les semis de début de saison? Dites-le moi en commentaire, j'aimerais beaucoup savoir. Avant de vous dévoiler ce secret, il est crucial de comprendre pourquoi le mois de mars est si particulier. C'est un mois de transition, de réveil. La Terre sort de sa dormance hivernale. Elle est froide, souvent compactée par la neige et la pluie, et surtout, elle est biologiquement peu active. Les micro-organismes qui rendent les nutriments disponibles pour les plantes sont encore endormis. C'est là que se situe l'erreur la plus commune. Face à des semis qui stagnent, beaucoup de jardiniers se ruent sur des engrais chimiques riches en azote, phosphore et potassium. Ils pensent bien faire, mais c'est comme donner un steak énorme à un bébé qui vient de naître. Les jeunes racines sont fragiles, délicates, et cet afflux brutal de nutriments synthétiques peut littéralement les brûler, les endommager de façon irréversible. Notre approche est radicalement différente. Au lieu de nourrir la plante de force, nous allons créer un écosystème vivant autour de ses racines pour qu'elle puisse se nourrir elle-même de manière naturelle et efficace. Nous allons lui donner non pas de la nourriture, mais une armée d'alliés. Alors, commençons par le cœur du problème, le syndrome du semi-fragile. Vous le reconnaissez certainement. Les petites pousses sortent de terre, pleines de promesses, mais après quelques jours, elles semblent s'arrêter. Les feuilles jaunissent légèrement, la tige reste fine et a l'air de pouvoir casser au moindre courant d'air. Ce phénomène est souvent dû à un système racinaire sous-développé. Dans un terreau classique, même de bonne qualité, la jeune racine doit fournir un effort considérable pour trouver l'eau et les nutriments dont elle en a besoin. C'est une lutte pour la survie dès les premiers jours. La plante dépense une énergie folle à étendre ses racines au lieu de la consacrer à la croissance de ses feuilles et de sa tige. C'est un peu comme si vous deviez courir un marathon chaque jour juste pour trouver de quoi manger. Vous seriez épuisé et votre développement en pâtirait. Pour nos semis, c'est exactement la même chose. Ils sont en mode survie, pas en mode croissance. C'est ce cycle vicieux que nous allons briser de façon spectaculaire. La solution conventionnelle, comme nous l'avons évoqué, est l'engrais NPK pour azote, phosphore, potassium. Ces trois chiffres que vous voyez sur tous les paquets d'engrais. L'azote favorise la croissance des feuilles, le phosphore celle des racines et des fleurs, et le potassium renforce la résistance générale de la plante. En théorie, c'est parfait. Mais dans la pratique, pour un jeune semis, c'est souvent trop vite. Ces nutriments sont sous une forme de sels minéraux directement assimilables, mais aussi très concentrés. Le moindre surdosage peut être fatal. De plus, cette approche ne fait rien pour améliorer la structure du sol ou sa vie biologique. C'est une solution à court terme qui crée une dépendance. La plante devient paresseuse, elle n'a plus besoin de développer un système racinaire puissant, puisque la nourriture lui est servie sur un plateau. Le jour où vous oubliez l'engrais, ou qu'une sécheresse survient, la plante, dépourvue d'un bon enracinement, s'effondre. Notre méthode vise l'exact opposé, l'autonomie et la résilience de la plante. Voici donc le premier élément de notre trio magique, le véritable secret des professionnels. Les champignons mycorhiziens. Ce mot peut sembler complexe, mais le concept est d'une beauté et d'une simplicité incroyables.
Imaginez les racines de votre plante comme des autoroutes. Elles sont efficaces, mais limitées. Maintenant, imaginez que les mycorhizes sont des millions de filaments microscopiques, plus fins qu'un cheveu, qui se connectent à ces racines et explorent le sol dans toutes les directions. C'est un réseau souterrain, une sorte d'internet biologique qui étend la capacité d'absorption de la plante de 100, voire 1000 fois. Cette association, appelée symbiose, existe depuis des centaines de millions d'années. C'est la plus vieille collaboration de la nature. Le champignon explore le sol pour trouver de l'eau et des nutriments, comme le phosphore qui est souvent difficile à capter, et les livre directement à la racine. En retour, la plante, grâce à la photosynthèse, produit des sucres et nourrit le champignon. C'est un échange de bons procédés, une amitié qui rend vos plantes surpuissantes. Concrètement, qu'est-ce que cela signifie pour vos semis de Mars? En ajoutant une petite quantité de spores de mycorhizes dans votre terreau au moment du semis ou du rempotage, vous inoculez ce processus. Dès que la première racine apparaît, les champignons s'y connectent. Au lieu d'une petite racine isolée qui lutte pour sa survie, vous avez une racine augmentée, une super racine connectée à un vaste réseau. Votre plante a soudainement accès à un volume de sol beaucoup plus grand. Elle trouve de l'eau plus facilement, ce qui la rend plus résistante aux oublis d'arrosage. Elle capte des nutriments qui étaient auparavant hors de sa portée. Le résultat est visible à l'œil nu en quelques semaines. La croissance est plus rapide, le feuillage est plus vert, plus dense, et la tige est visiblement plus épaisse et robuste. Vous ne faites pas que planter une graine, vous implantez un écosystème entier au service de votre plante. L'un des super-pouvoirs les moins connus des mycorhizes est leur rôle de protecteur. Ce réseau de filaments ne sert pas qu'à nourrir la plante. Il forme également une sorte de bouclier physique autour des racines. Ce manchon de mycélium empêche de nombreux agents pathogènes, comme les champignons responsables de la fonte des semis ou du pourrissement des racines, de s'attaquer à la plante. C'est une barrière de protection naturelle. De plus, la symbiose active les défenses immunitaires de la plante elle-même. Une plante mycorhizée est une plante en état d'alerte, prête à se défendre contre les agressions. Elle produit davantage de composés qui repoussent les insectes ou combattent les maladies. C'est un peu comme si vous donniez à votre plante un système immunitaire renforcé et un garde du corps personnel. C'est pourquoi les plantes qui grandissent avec ces alliés sont non seulement plus grandes et plus belles, mais aussi significativement plus saines et moins sujettes aux problèmes. Passons maintenant au deuxième ingrédient de notre potion magique, le biocharbon, ou biochar. Si les mycorhizes sont les ouvriers, le biocharbon est leur maison de luxe. Qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement du charbon de bois produit d'une manière spécifique, par un processus appelé pyrolyse, qui consiste à chauffer de la matière organique, comme du bois, en l'absence d'oxygène. Le résultat est une matière noire, légère et incroyablement poreuse. Si vous regardiez un morceau de biocharbon au microscope, vous verriez une structure qui ressemble à une éponge avec des millions de cavités et de tunnels minuscules. C'est cette structure qui est absolument géniale pour le sol. Chaque petit pore est un refuge potentiel pour les micro-organismes bénéfiques, y compris nos fameux champignons mycorhiziens. C'est un véritable hôtel 5 étoiles pour la vie du sol, la protégeant des prédateurs et des conditions difficiles. Mais le rôle du biocharbon ne s'arrête pas là. Sa structure en éponge lui confère une capacité de rétention d'eau et de nutriments absolument phénoménale. Lorsque vous arrosez ou que vous ajoutez un engrais liquide, le biocharbon absorbe tout comme un buvard. Ensuite, il relâche lentement cette eau et ses nutriments au fil du temps, en fonction des besoins des racines de la plante. C'est une sorte de garde-manger et de réservoir d'eau intégré directement dans votre sol. Cela permet de réduire les besoins en arrosage et de rendre les nutriments disponibles sur une plus longue période
évitant le gaspillage par lessivage. En incorporant une petite quantité de biocharbon à votre terreau, vous améliorez durablement sa structure. Le sol devient plus aéré, il se draine mieux tout en retenant l'humidité, et il offre un habitat de rêve pour que les mycorhizes puissent prospérer et travailler main dans la main avec les racines de vos plantes. C'est un investissement à long terme pour la fertilité de votre terre. Il est important de noter qu'il ne faut pas utiliser n'importe quel charbon de bois. Le charbon de votre barbecue, par exemple, contient souvent des additifs chimiques pour faciliter l'allumage qui serait toxique pour votre sol. Il faut utiliser du biocharbon spécifiquement produit pour un usage agricole ou horticole. On en trouve de plus en plus facilement en jardinerie ou en ligne. Une autre chose essentielle est de charger le biocharbon avant de l'utiliser. Tel quel, il est comme une éponge sèche et affamée. Si vous le mettez directement dans le sol, il pourrait, dans un premier temps, absorber les nutriments existants, privant temporairement vos plantes. Pour éviter cela, il faut le précharger. La meilleure façon de le faire est de le mélanger avec du compost bien mûr ou de le faire tremper dans un liquide nutritif, ce qui nous amène parfaitement à notre troisième et dernier ingrédient. Et voici le chef d'orchestre de notre symphonie souterraine, le thé de compost. Ne vous inquiétez pas, vous n'aurez pas besoin de le boire. Le thé de compost est un engrais liquide vivant, un concentré de vie microbienne bénéfique. On le fabrique en faisant infuser du compost de très haute qualité dans de l'eau non chlorée, tout en y ajoutant de l'oxygène, par exemple avec une pompe d'aquarium. Ce processus multiplie de manière exponentielle les bactéries, champignons et autres micro-organismes présents dans le compost. Le résultat est un liquide sombre, riche en vie, qui agit comme un probiotique pour votre sol. Lorsque vous arrosez vos plantes avec, vous ne leur donnez pas seulement des nutriments, vous inoculez votre terre avec des millions de travailleurs microscopiques qui vont décomposer la matière organique, aérer le sol et rendre les nutriments assimilables par les plantes. C'est l'élément qui va activer et nourrir tout l'écosystème que nous sommes en train de créer. Le thé de compost est le lien parfait entre le biocharbon et les mycorhizes. C'est avec ce liquide que nous allons charger notre biocharbon. En le faisant tremper dedans pendant 24 heures, le biocharbon va se gorger de nutriments et, surtout, de cette vie microbienne. Chaque pore va devenir une niche colonisée par des bactéries et des champignons bénéfiques. C'est comme livrer une maison déjà meublée et avec le frigo plein. Lorsque vous introduirez ce mélange dans votre sol, la vie sera déjà là, prête à travailler. De plus, le thé de compost va donner un coup de fouet initial à vos spores de mycorhizes, les aidant à germer et à se connecter plus rapidement aux racines. Il crée un environnement biologiquement riche et actif dès le premier jour, ce qui est exactement ce dont nos semis de Mars ont besoin pour un départ fulgurant. C'est la touche finale qui transforme un simple mélange d'ingrédients en un véritable amendement vivant. Maintenant que nous connaissons nos 3 super-héros, passons à la recette pratique. Comment assembler tout cela? C'est très simple. Imaginez que vous préparez votre terreau habituel pour les semis. Prenez la quantité de terreau dont vous avez besoin dans un grand bac. Pour chaque volume de 10 litres de terreau, ce qui correspond à un petit sac, vous allez ajouter 3 éléments. Premièrement, 1 à 2 cuillères à soupe de poudre de mycorhize. Respectez bien les dosages indiqués sur le paquet, il ne sert à rien d'en mettre plus. Deuxièmement, environ 1 litre de biocharbon, que vous aurez préalablement chargé en le laissant tremper dans de l'eau ou, idéalement, dans du thé de compost. Et troisièmement, si vous n'avez pas chargé le biocharbon avec du thé de compost, vous pouvez ajouter une bonne poignée de lombricompost ou de compost très mûr pour apporter la charge microbienne initiale. Mélangez le tout très soigneusement pour que les ingrédients soient répartis de manière homogène. Votre super terreau est prêt. L'application de ce mélange est d'une simplicité enfantine. Vous l'utilisez exactement comme un terreau classique.
remplissez vos godets, vos terrines ou vos pots avec ce super terreau. Semez vos graines comme vous le feriez normalement. L'important est que la graine, au moment de germer et de développer sa première racine, entre immédiatement en contact avec les spores de mycorhizes et l'environnement riche que vous avez créé. C'est ce contact précoce qui est la clé du succès. Si vous repiquez des plants déjà existants, par exemple des plants de tomates que vous passez dans un pot plus grand, la technique est légèrement différente. Vous pouvez saupoudrer un peu de poudre de mycorhize directement sur la motte de racine avant de la mettre dans son nouveau pot rempli de votre mélange. Cela garantit un contact direct et une colonisation rapide. N'oubliez pas de bien arroser après le semis ou la plantation pour activer le tout. Quels sont les résultats concrets que vous pouvez espérer et en combien de temps? Les premiers effets ne sont pas toujours visibles en surface. Au début, la plante va consacrer beaucoup d'énergie à développer son alliance avec les champignons. Mais après 2 à 3 semaines, la différence devient souvent flagrante. Vous remarquerez que les plantes dans votre super terreau ont une couleur plus intense, un vert plus profond. C'est le signe d'une meilleure assimilation des nutriments, notamment de l'azote et du magnésium. Ensuite, vous observerez une croissance plus trapue, plus robuste. Les tiges sont plus épaisses, les entrenœuds, c'est-à-dire l'espace entre les feuilles, sont plus courts. La plante ne s'étiole pas en cherchant désespérément la lumière. Elle est solide, bien ancrée. Si vous osez dépoter délicatement un plant pour observer, vous serez stupéfait par la densité du système racinaire. Le chevelu de racines blanches sera bien plus développé que sur un plant témoin. Cette méthode est-elle adaptée à toutes les plantes? C'est une excellente question. L'immense majorité des plantes, environ 95% des espèces végétales sur Terre, forment naturellement des symbioses avec les mycorhizes. Cela inclut la quasi-totalité des légumes que nous cultivons dans nos potagers, tomates, poivrons, aubergines, courgettes, salades, haricots. C'est aussi valable pour la plupart des arbres fruitiers, des arbustes d'ornement et des fleurs. Cependant, il existe quelques exceptions notables. La famille des brassicacées, qui inclut les choux, les radis, le colza ou la roquette, ne s'associe pas avec ces champignons. De même pour la famille des chénopodiacées, comme les épinards et les blettes. Pour ces plantes, l'ajout de mycorhizes ne leur fera aucun mal, mais il ne leur apportera aucun bénéfice direct. En revanche, elles profiteront quand même grandement de la structure améliorée du sol grâce au biocharbon et de la richesse microbienne du thé de compost. Parlons maintenant d'un point crucial, les erreurs à éviter. La première et la plus importante est l'utilisation d'engrais chimiques riches en phosphore après avoir inoculé vos plantes. Un excès de phosphore soluble dans le sol envoie un signal à la plante qui lui dit « Je n'ai pas besoin d'aide, j'ai toute la nourriture dont j'ai besoin ». La plante cesse alors de produire les substances qui attirent les mycorhizes, et la symbiose ne s'établit pas, ou elle est très faible. Vous auriez dépensé de l'argent pour rien. Privilégiez donc les engrais organiques à libération lente si vous devez fertiliser par la suite. La deuxième erreur est l'utilisation de fongicides. Comme leur nom l'indique, les fongicides yuharanoy les champignons. Ils ne font pas la différence entre les pathogènes et nos précieux alliés mycorhiziens. Évitez donc tout traitement fongicide sur le sol où vous avez fait des inoculations. Une question qui revient souvent est « Où trouver ces produits ?» Il y a quelques années, c'était encore assez confidentiel. Mais aujourd'hui, la prise de conscience de l'importance de la vie du sol a rendu ces produits bien plus accessibles. Les mycorhizes se trouvent sous forme de poudre ou de granulés dans la plupart des bonnes jardineries, souvent au rayon des engrais bio ou des amendements. Lisez bien les étiquettes pour vous assurer qu'il s'agit d'endomycorhizes, le type le plus courant pour les plantes de potager. Le biocharbon horticole se trouve aussi en jardinerie ou sur des sites spécialisés en ligne. Assurez-vous qu'il est bien pur et destiné au jardinage.
Quant au thé de compost, vous pouvez soit en acheter du tout prêt, soit, et c'est encore mieux, le fabriquer vous-même si vous avez un bon compost et une petite pompe d'aquarium. C'est un processus fascinant et très gratifiant. Parlons un peu du coût. Est-ce que cette méthode est plus chère que les solutions traditionnelles? À l'achat initial, peut-être un peu. Un sachet de mycorhize ou un sac de biocharbon représente un petit investissement. Mais il faut voir cela sur le long terme. Premièrement, les quantités à utiliser sont très faibles. Un sachet de mycorhize peut vous servir pour des centaines, voire des milliers de semis. Deuxièmement, les effets sont durables. Le biocharbon reste dans votre sol pendant des siècles. La population de mycorhize, si vous ne la détruisez pas avec des produits chimiques, va se maintenir et se développer d'année en année. Sur le long terme, vous ferez des économies considérables en engrais, en produits de traitement et en eau d'arrosage. Surtout, vous obtiendrez des plantes plus saines et des récoltes plus abondantes. C'est un investissement sur la santé et la résilience de votre jardin, et ça n'a pas de prix. Cette approche va bien au-delà de la simple culture de quelques légumes. C'est un changement de philosophie. On passe d'une vision de jardinier chimiste, qui nourrit ses plantes avec des solutions précises, à une vision de jardinier berger qui cultive un écosystème. Vous ne vous occupez plus seulement de la partie visible de la plante, mais de tout un monde invisible et fascinant qui vit sous terre. En favorisant la vie du sol, vous participez à la création d'un sol plus fertile, plus résilient face aux changements climatiques, capable de mieux stocker l'eau et le carbone. C'est une démarche qui s'inscrit parfaitement dans les principes de la permaculture et de l'agroécologie. Chaque fois que vous ajoutez ce mélange à un pot ou à un coin de votre jardin, vous réparez un petit morceau de la planète. C'est une satisfaction immense de savoir que vos belles récoltes sont le fruit d'une collaboration avec la nature, et non d'une lutte contre elle. Un autre avantage considérable de cette technique est la résistance accrue à la sécheresse. C'est un enjeu majeur pour les jardiniers aujourd'hui. Comme nous l'avons vu, le réseau mycélien explore un volume de sol bien plus important que les racines seules, lui donnant accès à des réserves d'eau inaccessibles autrement. De plus, le biocharbon agit comme une éponge, retenant l'eau de pluie ou d'arrosage et la restituant lentement. Des études ont montré que les plantes mycorhizées dans un sol amendé en biocharbon peuvent résister bien plus longtemps aux périodes sans eau. Leur point de flétrissement est retardé de plusieurs jours, voire de plusieurs semaines. Cela signifie moins de stress pour la plante, une croissance plus continue même en été, et bien sûr, des économies d'eau très significatives pour le jardinier. C'est une véritable assurance contre les aléas climatiques intégrée directement dans votre sol. Enfin, il est important de démystifier une idée reçue. Cette technique n'est pas réservée aux experts ou aux grands potagers. Elle est incroyablement simple à mettre en œuvre et est tout aussi bénéfique, si ce n'est plus, pour la culture en pot sur un balcon. Dans un volume de terre restreint comme celui d'un pot, le développement racinaire est vite limité. L'ajout de ce trio magique va permettre à la plante d'exploiter au maximum le peu de substrat dont elle dispose. Vos tomates cerises sur le balcon seront plus productives, votre basilic plus touffu et vos géraniums plus florifères. C'est une façon de recréer un sol vivant et performant, même en hors-sol. Quelle que soit la taille de votre espace de culture, du petit pot de fleurs à la grande parcelle de légumes, l'introduction de la vie du sol est la clé pour des plantes fortes, saines et productives dès le début du printemps. C'est le secret pour passer de faire pousser à cultiver la vie. Donc, pour résumer, l'incroyable secret pour des plantes invincibles dès mars n'est pas un produit miracle, unique, mais une alliance puissante de 3 champions de la nature. Premièrement, les champignons mycorhiziens, qui agissent comme une extension surpuissante du système racinaire. Deuxièmement, le biocharbon, qui est un refuge 5 étoiles et un garde-manger pour toute la vie du sol. Et troisièmement, le thé de compost,
le probiotique qui vient réveiller et nourrir tout ce petit monde. En combinant ces 3 éléments, vous ne faites pas que nourrir votre plante, vous créez un écosystème vivant, intelligent et résilient directement dans votre pot ou votre potager. C'est toute la différence entre donner une béquille à une plante pour qu'elle tienne debout et lui construire des muscles d'acier pour qu'elle affronte toutes les épreuves. Merci 1000 fois d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez appris quelque chose d'utile aujourd'hui, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, c'est un geste simple qui aide énormément la chaîne. Et bien sûr, abonnez-vous pour ne manquer aucune de nos prochaines astuces jardinage. Maintenant, une question pour vous. Aviez-vous déjà entendu parler de cette technique complète? Allez-vous l'essayer ce printemps? Racontez-moi tout dans les commentaires, j'ai vraiment hâte de vous lire. À très bientôt et bon jardinage.